Depuis le 26 juillet dernier, le renversement du président Bazoum au Niger est devenu le sujet majeur qui retient l'attention des opinions publiques en Afrique de l'Ouest, et le Togo n'est pas du reste, à tel point que bon nombre oublient les échéances électorales prévues dans 4 mois. Entre pro-poutistes et pro-interventionnistes, la diplomatie togolaise s'illustre une fois encore, comme dans les autres cas de putsch dans la sous-région. La posture togolaise dans la crise nigérienne n'est pas du tout du goût de ses pairs de la CEDEAO lorsque l'on sait que la tendance générale qui se dégage au sein de l'organisation est le rétablissement du président Bazoum par tous les moyens, quoi qu'il en coûte, y compris, bien sûr, l'option militaire. Alors, du Togolais de base commune jusqu'au sommet, au haut sommet de l'État, qu'est-ce qui explique cette posture, cette passion pour l'actualité nigérienne si loin de nos frontières? Comment peut-on comprendre l'attitude de la diplomatie togolaise qui ne suit pas forcément la ligne officielle de la CEDEAO? Et quelle pourrait être la suite probable de ce feuilleton qui dure des semaines déjà? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo que nous consacrons à la diplomatie togolaise à l'épreuve des putschs en Afrique. En Afrique, nous avons l'habitude de célébrer les monuments une fois qu'ils ne sont plus là, mais nous avons aujourd'hui la preuve palpable d'avoir un monument vivant qui s'est déplacé jusqu'ici, chez nous au studio. C'est bien naturellement l'auteur du livre « Du village à la table des rois ». Monsieur Christian Folikossi, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau ici, à Vox Africa. Alors, nous allons commencer notre discussion de ce matin. Je dirais que Kadhafi, Sankara, Gbagbo, Ouattara, Blaise Compaoré, Roch Kaboré, sans oublier Gnassingbé Yadema, Faure Gnassingbé, je dirais en réalité que la liste est longue. Durant toute votre carrière, vous avez eu à rencontrer tous ces éminents présidents de la République. Vous avez visité plusieurs fois des palais présidentiels en Afrique, etc. Et puis, pour couronner le tout, l'année dernière, vous avez sorti ce bouquin du village à la table des rois. Est-ce pour vous une façon d'immortaliser votre passage ici sur la terre des hommes, ce bouquin? Et la question me fait sourire, mais disons tout simplement que l'exercice n'a jamais été concentré sur ma personne, encore moins sur le souci de survivre à la mort, qui est du domaine de la métaphysique et de la religion. Ma motivation principale est de m'adresser à la jeunesse et la nourrir d'espoir. Parce qu'on peut partir du village, en effet, sans fortune particulière, sans rang social, et parvenir à faire de sa vie quelque chose d'utile. À l'heure de l'Internet et des réseaux sociaux qui font du monde un ensemble intégré, et la jeunesse a encore plus de chances de se réaliser qu'hier. Mais il faut en avoir l'ambition. Il faut en avoir l'ambition, et mon objectif dans ce livre est d'inciter davantage cette jeunesse à revoir tous les jours son ambition à la hausse et à y travailler assidûment. Ok, du village à la table de rois, on aura compris que pour vous, ce n'est pas une question de votre personnalité, mais il s'agit plutôt d'annoncer un message d'espoir à la jeunesse, comme quoi on peut partir de zéro pour devenir un héros. Pour citer un peu des artistes, certains artistes togolais que nous aimons très bien ici au Togo. Alors, nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est un bouquin vraiment super riche. On aura certainement l'occasion d'en reparler au cours d'autres émissions, mais l'actualité obligeant, nous allons plutôt aller vers ce qui est considéré aujourd'hui comme bon nombre, y compris vous également, comme un feuilleton, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Nous allons en parler, mais avant même d'en parler, et surtout d'insister sur la diplomatie togolaise dans ces périodes troubles en Afrique, je voudrais savoir ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire concrètement, la situation, la crise nigérienne? Et il faut s'inscrire dans l'historicité. Nous revenons apparemment là dans les années 60, la fin des années 60 et les années 70, où les coups d'État faisaient légion. De façon comique,
dans les années 70, il y avait déjà 3 pays et qui font la une aujourd'hui. C'est le Burkina, le Mali, le Niger. Donc l'histoire se répète. Alors, que dire? Il faut prendre acte de ce recommencement du cycle de l'histoire et chercher les solutions idoines pour passer le gué, comme nous l'avons fait par le passé. Voyez-vous, j'ai eu la chance de vivre en Côte d'Ivoire et de connaître le président Houphouët-Boigny. Et dans ces années-là, il abhorrait les hommes en kaki. Et son commerce avec eux était difficile. Mais le réalisme et le pragmatisme aidant, il a par la suite accepté. Et beaucoup d'entre eux sont devenus ses meilleurs amis, dont le président Eyadema, avec qui il se concertait volontiers dans beaucoup de cas, sur beaucoup de sujets. Alors, est-ce que cet exemple de ce leader, j'allais dire civil, et qui a pu dompter les militaires, qui ont fait de lui toujours le leader de la région, est-ce que ça peut servir pour nous aider à surmonter les divisions d'aujourd'hui et garder précieusement notre organisation d'intégration régionale? D'accord. Alors, pour vous, il y avait un homme nommé, il y avait un président nommé Houphouët-Boigny qui, lui, par contre, a su dompter un peu les militaires. Et c'est-à-dire que les autres qui sont là aujourd'hui ont du mal à gérer les hommes en kaki? Non, parce que nous sommes dans le feu de l'action. Et ce que je dis là ne s'est pas fait en un jour. Il faut laisser le temps. Et autant laisser le temps à nos dirigeants actuels. Et je suis sûr que dans leur grande sagesse, ils trouveront les solutions. Ce que j'indique, c'est ce qui a été fait hier. Et peut-être que sur ce modèle-là, quelque chose d'actuel pourrait se faire également. Mais dans le fond, on va quitter la crise nigérienne. J'ai encore une question pour vous. Dans le fond, qu'est-ce que cette crise-là même en soi, du côté du Niger, avec tout ce que ça suscite aujourd'hui, comme attention de tout le monde, etc., qu'est-ce que ça vous inspire au fond? Là, j'ai vu que vous allez parler du contexte régional en faisant référence à l'histoire, mais la crise du Nigeria, même si vous deviez vous prononcer là-dessus. Bon, je vais être beaucoup plus précis, entre pro-interventionnistes, entre pro-poutistes, entre ceci et cela, à quel niveau vous vous situez? Moi, je constate un bouillonnement de l'histoire. Et il y a quelques années, nous n'avions pas c'est pro ceci, pro cela. Donc, en réalité, l'histoire est en train de s'avancer, d'avancer, et comme dirais-je, à coup de gaffe. Et alors, cette crise révèle qu'il y a une opinion puissante de la jeunesse qui s'exprime. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer comme message? Ce qui est clair, dans des positions de dirigeants, nous avons le devoir d'écouter attentivement avant d'orienter nos pays vers les solutions que nous pensons être de leurs intérêts. D'accord. Ceci m'amène à aborder le cadre de la CEDEAO. Je rappelle qu'en tant qu'ex-patron d'aviation, enfin de compagnie aérienne, vous avez eu plusieurs fois à travailler dans les coulisses de l'Union africaine, la CEDEAO, bref, toutes ces institutions africaines-là, vous les connaissez très bien, mais aujourd'hui, la CEDEAO, puisqu'il s'agit d'elle, se retrouve sur le feu des projecteurs avec beaucoup de critiques. Il y a bon nombre qui ne se reconnaissent plus dans cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui a poussé à ce sentiment aujourd'hui vis-à-vis de cette communauté qui est considérée en Afrique parmi les institutions comme une référence? Oui. Je regrette ce qui se passe naturellement parce que, devons-nous le rappeler, la CEDEAO a été créée à l'origine, proposée et créée par
le général Yadema et le général Yakubu Gowon. Qui étaient au passage deux putschistes, s'il faut le rappeler. Oui, mais des putschistes qui se sont métamorphosés en civils au pouvoir. Mais c'est vrai, ils ont créé cette organisation. Alors, quand l'organisation part en dislocation, cela doit faire très mal aux responsables togolais et même aux intellectuels dont je fais partie. Donc, il y a urgence à trouver les solutions de rassemblement. Alors, je vois un peu partout les religieux qui interviennent. La conférence des évêques du Togo, du la Niger, de la sous-région. De la sous-région, oui. de toute la sous-région. Il y a des leaders. Le Bénin. Ouais. Et il y a les leaders du Nigeria, Nigeria, des religieux. Oui, qui sont partis déjà commencer la médiation. Et donc, en lieu et place des politiques. En lieu et place des politiques, et disons que tout ce monde considère qu'il faut aider les politiques dans ce moment où, disons, la sagesse doit prévaloir. Alors, les religieux, ils vont de leur prière, puisqu'il y a eu Tridom au Togo. Mais tous les intellectuels, ils vont de leur réflexion pour que cette crise du Niger ne disloque pas notre organisation et que le vivre ensemble continue. D'accord, on va fermer la page de la sous-région pour entamer véritablement la diplomatie togolaise, mais M. Folikossi, vous qui connaissez un peu l'histoire, parce que je rappelle que ce livre a été, l'édition Harmattan, parle de graveur de mémoire, un peu comme le dit témoignage avisé sur l'Afrique contemporaine. Vous qui certainement connaissez tout ça, dites-nous quelle serait votre proposition aujourd'hui pour la sortie de crise au niveau de la CEDEAO même, je ne parle pas encore du cas du Niger, parce que la CEDEAO qui est pratiquement au bord de la dislocation, comme vous le dites. Oui. Des recettes? Vous avez des recettes? Des recettes, ce serait manquer d'humilité. Mais ce qui est clair, nous avons une tradition dans la sous-région, une tradition qui a été confortée par le président Houphouët-Boigny à l'époque et le président Yadema, qui est la tradition du dialogue. Yadema, qui était militaire, abhorrait la guerre. Et il disait toujours qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit et comment ça finit. Donc, nous partirions sur cette base pour dire et pourquoi nous les entendrions pas. Ces gens qui viennent de s'introduire sur la scène politique par la force. Et si on les écoutait, et si on leur offrait un peu notre amour. En réalité, vous savez, je ne sais pas ce qui aggrave les passions dans le cas du Niger, mais voyez-vous, la région a eu une réaction avec le Mali qui était très dure. Et puis aussitôt après, il y a eu le Burkina. Alors, on a fait un recul. Et le Burkina n'a pas fait objet de sanctions comme le Mali. Et on a essayé de comprendre les Burkinabés. C'est peut-être aujourd'hui qu'on commence à penser que peut-être ils ont échappé aux sanctions. Mais, voyez-vous, ce mouvement est normal. Et cette fois-ci, nous avons choisi de faire encore comme au Mali, mais un peu plus fort. Est-ce la bonne solution? Ce que nous pensions, du moins
ce que les dirigeants de la CEDEAO pensaient, c'est que les sanctions qui ont été prises, les menaces sur la table, feraient que ce régime ne tiendrait pas une semaine. Ben, si ce n'est pas le cas, essayons d'autres médicaments, essayons d'autres approches, et dont le dialogue. Le dialogue. D'accord. Et parlant du dialogue, ça nous amène à entamer maintenant la diplomatie togolaise qui s'illustre de plus en plus, surtout sur les 4 derniers putsch. Chaque fois, on voyait le président togolais, en tout cas, ou bien l'homme de demain, Robert Doucet, y compris même des fois le président togolais lui-même qui se déplace. On l'a encore annoncé. Que pendant que la CEDEAO est en train de planifier tout ce que nous connaissons, le président togolais s'est déplacé lui-même. Selon Afrique Intelligence, il s'est déplacé lui-même pour aller au Niger nuitamment, l'un des regards de tout le monde. Comment est-ce que vous pouvez expliquer la posture togolaise dans cette affaire? Au même moment, il est avec la CEDEAO, au même moment, il fait des sorties nuitamment. La duplicité, comment est-ce que vous l'expliquez? Et étant togolais, et je crains de faire trop l'éloge de nous-mêmes et de verser dans le narcissisme. Mais ce qui est clair, le Togo a une tradition de médiation. Togo a une tradition de médiation. Les aînés, ce n'est pas votre cas, se souviendront que le président Yadema a traversé le fleuve Chari du Cameroun pour aller à N'Djamena, et qui était en pleine guerre civile entre Goukouni Ouédé et Hissène Habré à l'époque. Donc sous les canons, pour aller prôner le dialogue et la paix entre les frères ennemis. Bien, les problèmes de la Côte d'Ivoire, en grande partie, ont été traités ici à Lomé, du temps du général Yadema. Donc, en réalité, la posture du gouvernement togolais aujourd'hui, du président Faure Gnassingbé et son ministre Doucet, s'inscrit dans une tradition togolaise. Mais que dire de cette approche aujourd'hui? Et dans le brûlot du Niger, les mêmes acteurs ont réussi hier à surmonter le problème des sanctions imposées au Mali. Et ils ont réussi à éviter une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali sur la question des 49 soldats emprisonnés pour espionnage à Bamako. Alors, évidemment, aujourd'hui, on souligne l'écart par rapport aux positions des amis. Mais hier, les amis ont été contents au résultat. Je veux parier sur le fait qu'ils seront encore contents si nous parvenons à obtenir les résultats qui sont poursuivis. Mais Afrique Intelligence précise que cette démarche a des plus forts au président Macky Sall du Sénégal, ainsi que l'autre de la Côte d'Ivoire, sans oublier le Nigérien, Bola Tinubu, les mêmes qui étaient contents hier dont vous parlez. Oui, mais c'est là où il faut s'inscrire dans l'historicité et maintenir le chemin quand on est sûr que c'est dans l'intérêt de la collectivité. Il s'agit là de partenaires amis au Togo et que le chef d'État du Togo respecte beaucoup. Mais à un moment donné, chacun doit jouer sa partition pour que l'ensemble puisse gagner quelque chose. En ce moment-là, les frustrations comptent peu. On a le temps de soigner la communauté de ces
ces frustrations. Une sorte de la fin justifie les moyens, en quelque part. Oui, oui, en la matière, certainement. En la matière, certainement. Chaque fois qu'il s'agit de paix, la fin justifie les moyens. La seule chose, c'est que cela ne se fait pas en rupture avec les amis que vous citez. Le Togo continue à participer à toutes les réunions et même à appliquer certaines des sanctions. Mais, voyez-vous, dans ces cas difficiles, il faut savoir raison garder et rester en relation avec les parties belligérantes. Et sinon, comment pourrions-nous recoller les morceaux? Il faut bien quelqu'un pour faire le grand écart. Alors, Monsieur Folikossi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais vous avez pu aussi constater, hein, comme tout le monde d'ailleurs, que sur les plateformes togolaises, depuis le 26 juillet, on ne parle que de cette histoire à longueur de journée, comme je le disais dans l'introduction, au point même d'oublier que dans 4 mois, nous avons des élections qui approchent et qu'il va falloir en parler. Comment est-ce que vous justifiez ou bien vous expliquez un peu cet attachement à cette crise nigérienne ou bien toute cette excitation des Togolais autour de cette question? Le peuple a besoin de divertissement. Et dans ma jeunesse, des camions passaient dans les villages pour faire au cinéma ce soir. Plus tard, nous avons connu, ce n'est pas votre cas, les cinémas Komasiko et Rex à Lomé. Alors, il y avait du divertissement. Ensuite, tout ça a disparu et ça a été remplacé par les feuilletons de télévision et à épisodes multiples comme les novelas, pour ne pas faire de la publicité pour eux. Mais dans tout ce composé, les réseaux sociaux sont intervenus comme un grand moyen de divertissement hors compétition. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le cas de Niger est devenu un feuilleton de tous les jours où les héros sont nos dirigeants. Et quelque part, le peuple s'abuse en ayant ces héros comme acteurs dans ces feuilletons-là, parce que là, c'est l'occasion de commenter abondamment. Mais alors, vous dites, les élections, vous êtes les seuls à le savoir. Le Togolais saura qu'il y a élection quand on va ouvrir la période de campagne. Et aujourd'hui, rien d'autre n'indique qu'il y a ces élections. Et du reste, si nous prenons ce film comparé au feuilleton du Niger, il y aura quelques vedettes locales, tout simplement pour jouer la scène. Et ce n'est pas aussi palpitant que quand vous jouez avec les chefs d'État du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et autres. Et voilà pourquoi le film du Niger intéresse plus la population, mais n'allez pas tirer d'autres conclusions. Merci, on n'ira pas tirer d'autres conclusions. Monsieur Folikossi, merci. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons pris plaisir à échanger avec Monsieur Christian Egnona Folikossi, qui est l'ancien patron de Air Afrique, l'un des membres fondateurs de la compagnie Askai, aux côtés de Gervais Kofi Diondo, que nous saluons au passage. Il est diplomate, analyste politique. Il a plusieurs fois rencontré plusieurs chefs d'État. Il connaît très bien les palais présidentiels, les institutions africaines. Et voilà pourquoi nous avons abordé ces sujets avec lui. Il est l'auteur du livre « Du village à la table des rois ». Monsieur Folikossi, on dit encore merci et puis à la prochaine, n'est-ce pas? Merci à vous. Merci de cette occasion exceptionnelle de nous adresser non seulement au public togolais, mais au public de l'Afrique. Chaque fois que nous pouvons être un homme d'Afrique, nous serons prêts et nous viendrons à vos côtés
pour passer les messages. Alors, c'est sur ces mots que je dis au revoir à l'homme d'Afrique et à vous également. Vous le savez, vous connaissez le slogan d'Ivox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière en compagnie de l'homme d'Afrique et nous vous disons à la prochaine.